démarrer. Nous consacrons notre séance de ce soir au choix des spécialités en classe de seconde. Donc, pour échanger avec vous et essayer de répondre à l'ensemble de vos questions, donc nous aurons aujourd'hui Albin Dutoit, qui est directeur pédagogique d'Averroès e-learning, Valérie, qui assurera la coordination et la modération de ce webinaire et qui assure pour Averroès e-learning la liaison au quotidien avec les élèves et leurs familles. Et moi-même, donc Caroline Mignalet, qui suis dirigeante d'Averroès e-learning, qui est donc la structure, la première structure dédiée à l'accompagnement des élèves des lycées français du monde, élèves que nous accompagnons à la fois dans l'approfondissement de leurs apprentissages réguliers, la préparation de leurs examens, de leur concours post-bac, et que nous préparons au mieux pour leur parcours dans l'enseignement supérieur. Donc, cette présentation d'aujourd'hui va se dérouler en 3 temps, enfin 2 ou 3 temps, on va dire, oui. Nous allons d'abord je vais d'abord vous rappeler un peu comment fonctionnent les spécialités, quel est le principe, comment ça marche, quels sont les coefficients, combien on en choisit, un petit peu le calendrier. Puis, dans un deuxième temps, nous allons essayer de détailler quels sont les attendus et les qualités requises pour chaque bloc de spécialité, donc spécialités scientifiques, les spécialités plutôt littéraires et les spécialités en sciences humaines. Et puis, dans un dernier temps, nous vous présenterons sur la base du dernier rapport de l'inspection générale les spécialités, quelles spécialités ont fonctionné pour les admissions dans le supérieur, pour quelle filière, en fonction de ce qui s'est passé sur Parcoursup l'année dernière, qui était finalement la première année des bacheliers de ce nouveau bac. À l'issue de chaque partie, vous pourrez nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il n'y aura pas de traduction simultanée en castillan, non, malheureusement. Donc, nous essaierons de répondre à toutes les questions à la fin de chaque partie. Valérie nous fera remonter vos questions. Et à l'issue du webinaire, vous pourrez récupérer, enfin, nous vous enverrons un PDF de ce qui aura été présenté et un lien pour accéder au replay de ce webinaire si nécessaire. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra répondre à la plupart de vos questions. Et donc, je vais démarrer maintenant. Hop, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, les thématiques, je vous les rappelle. Première thématique, les spécialités en première et terminale. Comment ça marche? Les compétences attendues pour chaque bloc de spécialité. Et puis, les retours d'expérience sur les bacheliers 2021. Alors, les spécialités, comment ça marche? Les spécialités ont remplacé ou fait disparaître le système des séries, telles qu'elles existaient par le passé. Donc, les élèves sont confrontés en classe de seconde, donc à partir du 2e trimestre de la classe de seconde, donc c'est maintenant, à un choix de spécialité. Ils doivent choisir 3 spécialités. Donc, une sera abandonnée en fin de première. Donc, ils choisissent 3 spécialités. Ils ont donc 3 spécialités en première, ils n'en auront plus que 2 en terminale. L'évaluation de ces spécialités pour le baccalauréat, en fait, se déroule de 2 manières différentes. La spécialité qui est abandonnée en fin de première est évaluée sur la base du contrôle continu, sur la base donc des notes de première, et est affectée pour le baccalauréat d'un coefficient de 8%. Les spécialités qui sont, elles, conservées en terminale sont évaluées avec un examen final qui, cette année, a lieu en mai, mais qui, dans la réforme, a normalement lieu en mars, et qui est affecté d'un coefficient de
16% pour chaque spécialité. En plus de ça, ces spécialités sont le sujet et le thème de l'épreuve de grand oral qui a lieu en juin de la classe de terminale et qui est affectée d'un coefficient de 10%. Donc voilà pour l'évaluation et le cadre. Alors, ces spécialités, qu'est-ce que c'est? Il en existe 12 au total. 8 spécialités dites courantes qu'on va retrouver dans la majorité des lycées français de l'étranger, qui sont donc les sciences économiques et sociales, les mathématiques, la physique-chimie, les sciences et vie de la Terre, histoire géopolitique et sciences politiques, les humanités, langue et culture étrangères et les nouveaux systèmes d'information. Ça, ce sont les spécialités que vous allez retrouver dans la plupart de vos établissements. En langue, en réalité, vous avez 4 possibilités uniquement qui sont l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou l'italien. Et selon vos établissements, c'est à minima une spécialité qui va être ouverte, voire peut-être 2 en langue. Ensuite, vous avez 4 spécialités dites rares. Alors, elles sont rares à l'étranger, mais elles sont aussi relativement rares dans les établissements français. Vous avez la spécialité art, avec 5 domaines normalement, mais 3 seulement à l'étranger. Donc, théâtre, par exemple, qu'on va retrouver au lycée d'Athènes ou au lycée de Bruxelles, par exemple. L'aspect cinéma audiovisuel, qu'on va retrouver à Rabat, Montréal ou Luxembourg, par exemple. Et l'aspect art plastique, qu'on va retrouver à Londres, Lisbonne ou Rabat, par exemple. Globalement, ces 3 domaines de la spécialité art, à l'étranger, on va les retrouver uniquement dans 22 établissements. On a ensuite l'aspect sciences de l'ingénieur, donc qui est une spécialité scientifique, donc là qui est effectivement assez rare, qu'on va retrouver à Madrid, à Mexico, pour l'essentiel. Et puis ensuite, les langues, littérature et culture de l'Antiquité, c'est-à-dire le latin et le grec, que là aussi, on ne va retrouver que dans très peu d'établissements. Il est question que la spécialité sport soit ouverte à la rentrée 2022, mais on n'a pas encore de visibilité sur dans quels établissements et selon quelles modalités. Donc, je peux malheureusement pas vous en dire grand-chose. La seule chose que je peux dire à ce stade, c'est que ce n'est pas une spécialité dans laquelle il suffira de pratiquer un sport. Voilà. Donc, voilà pour les spécialités. Alors, comment ça fonctionne du coup et sur quels critères choisir? Alors, quand choisir, j'en ai parlé au tout début, donc vous êtes, si vos enfants sont en seconde, vous êtes directement concernés, c'est maintenant. Donc, c'est au moment des deuxièmes bulletins, du conseil de classe du deuxième trimestre de la classe de seconde. Pour les lycées comme Lisbonne qui fonctionnent en semestre, ça peut être demandé déjà un pré-choix, enfin des vœux de spécialité dès la fin du premier semestre. Alors, la question qu'on va se poser, c'est ce qui est vraiment importante, c'est sur quels critères finalement choisir. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on regarde le rapport de l'inspection sur la procédure de Parcoursup l'année dernière, il y a un élément qui est déterminant, qui est que le bulletin scolaire des élèves a un poids très important sur les offres reçues en termes d'orientation, en particulier dans toutes les filières dites sélectives. Ce qui veut dire que meilleur est le dossier de votre enfant, meilleurs sont ses résultats, plus il a de chances de réussir dans la filière de son choix. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui signifie que les résultats scolaires doivent être pris en compte.
Donc, si je prends par exemple la spécialité langue, littérature et culture anglaise, un élève qui serait en seconde moyen en anglais n'a pas du tout intérêt à aller choisir cette spécialité, qui va lui demander un véritable effort et dans lequel probablement ses résultats ne seront pas à la hauteur de ses attentes. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est effectivement le goût des élèves. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ces spécialités, elles ont un très fort coefficient dans le calcul des résultats de bac. Elles comptent pour un tiers de leur note de bac, un peu plus du tiers de leur note de baccalauréat. Donc, ça veut dire qu'elles vont faire la différence entre une mention ou une autre. Donc, il va falloir, en plus du nombre d'heures important en spécialité, il va falloir travailler cette matière. Donc, il faut aller choisir, il faut aller vers des disciplines pour lesquelles votre enfant a un véritable goût, où il l'apprécie, où ça l'intéresse. En fait. Le troisième élément à prendre en compte, c'est évidemment le projet de votre enfant, s'il en a déjà un. Alors évidemment, en seconde, c'est un peu tôt pour avoir un vrai projet. Certains enfants ont déjà un projet, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais pour beaucoup, c'est encore un petit peu flou. On commence à savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, mais c'est rare d'avoir déjà un projet bien précis. Et donc, mais il faut quand même imaginer, se projeter. Si on envisage, par exemple, d'aller faire médecine, on le reverra tout à l'heure, il y a des spécialités qui sont nécessaires, qui sont obligatoires. On ne peut pas abandonner la physique-chimie, par exemple. Voilà. Donc, c'est une combinaison de ces trois éléments qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir effectivement discuter autour de ces projets pour choisir des spécialités qui peuvent convenir. Je fais juste une aparté, mais on en reparlera probablement tout à l'heure sur le cas des mathématiques. Donc, les mathématiques deviennent en première, en tout cas pour l'instant, une spécialité. C'est-à-dire que certains enfants ne vont pas choisir cette spécialité et donc ne feront plus de mathématiques en première et en terminale. Il faut savoir quand même que la spécialité maths est pour certaines filières, pour certains types d'orientation requise au moins en première et que le fait de la suivre en première permet de conserver en terminale une option mathématique, c'est-à-dire de ne pas abandonner complètement les maths. Ce qui pour certaines filières, telles que les écoles de commerce par exemple, ou les classes préparatoires en dehors des lettres, et on y reviendra tout à l'heure, peut être véritablement décisif. Donc voilà un petit peu pour ces généralités sur les spécialités, comment ça marche et exactement qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Donc je peux m'arrêter là et on peut, Valérie, si tu en as, prendre quelques questions avant de passer aux différentes qualités attendues par bloc de spécialité. Oui, alors il y a une question qui sera pour tout à l'heure. Donc, Monsieur Réna, je ne vous oublie pas. Alors, une question, par exemple, on habite à l'étranger, on a un nombre de spécialités donc finalement limité, puisqu'en France, au niveau de la région, on trouve toutes les spécialités, mais je suis à l'étranger, c'est un projet familial, je dois faire avec les spécialités qu'offre mon lycée, ce n'est pas tout à fait les spécialités que voudrait mon enfant. Quelles peuvent être les stratégies pour la famille? Alors, c'est une bonne question. Alors, effectivement, à l'étranger, on est limité dans le choix des spécialités, même si les spécialités générales sont ouvertes à peu près partout. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si on est amené à bouger, si la famille est amenée à bouger, par exemple, il faut s'intéresser à quelles sont les spécialités qui sont dans le lycée où je vais. Il faut se projeter en fait. Si la famille sait qu'elle va déménager, par exemple, à la fin de la classe de seconde, et ben c'est dans le lycée d'accueil qu'il faut aller regarder quelle est l'offre de spécialité. Parce que c'est cela qui sera déterminant. Il y a toujours la possibilité de suivre une spécialité spécifique par le CNED,
si le lycée, enfin, si l'établissement en donne l'autorisation, ça reste quand même assez marginal compte tenu des coefficients, mais ça existe. Après, sinon, je n'ai pas de solution miracle, à part si on veut faire une spécialité excessivement spécifique, de rentrer en France en pension. Ou dans un lycée, ou de partir en pension dans un lycée qui propose cette spécialité. Voilà. Quelle cohérence recherchée peut-on être atypique? Alors bon, là, les questions tout à l'heure. Et alors, du coup, une toute petite question. Est-ce que justement, je suis en première, la famille bouge, est-ce qu'on peut changer de spécialité entre la première et terminale? Alors, c'est excessivement rare qu'on autorise un élève à changer de spécialité entre la première et terminale. Évidemment, c'est sous couvert, enfin, c'est soumis à la décision du chef d'établissement. Et c'est excessivement rare puisque ça suppose que l'élève ait quand même rattrapé tout ce qui a été fait en première. Dans certains cas particuliers, ça peut exister. Voilà, maintenant, j'ai l'exemple d'une élève qui a bougé entre sa première et terminale entre Singapour et Berlin, qui avait système d'information, qui avait NSI comme spécialité qui existe à Singapour, mais qui n'existe pas à Berlin. Il y a une organisation qui a été trouvée avec le CNED et un professeur du lycée de Bruxelles pour accompagner l'élève sur son année de terminale. Ce qui arrive parfois aussi, c'est de vouloir changer de spé au début de sa première. C'est-à-dire qu'en seconde, on s'est dit moi, je veux faire humanité, philosophie, sciences économiques et sociales et SVT. Donc, ce sont les 3 spécialités choisies par l'élève en début de première. Il démarre son année et puis, mi-octobre, au moment des vacances de la Toussaint, en fait, son projet d'orientation s'est affiné. Il se rend compte que finalement, il aurait peut-être besoin d'avoir plutôt de la géopolitique que de la SVT par rapport à son projet. Et là, de nouveau, c'est pareil. Il va proposer un dossier de demande de changement de spécialité à son proviseur et c'est soumis à l'approbation du chef d'établissement. C'est plus facile de changer à la Toussaint que… Donc ça arrive fréquemment. Fréquemment, ça arrive. En revanche, le changement entre la première et la terminale, c'est… moi, je n'en connais pas. Mais peut-être que… Mais ça peut arriver. Dans les faits, c'est possible. C'est exceptionnel, mais c'est possible. Eh ben, merci beaucoup. Les autres questions, c'est vraiment maintenant justement ce que nous allons aborder, les blocs de compétences et le contenu. Donc, on va pouvoir en reparler. Le contenu et les combinaisons possibles. Très bien. Hop, donc, je donne la parole à Alban. Bonsoir. Qui va donc démarrer avec les spécialités scientifiques. Oui, bonsoir à toutes et toutes. Donc, en maths, physique, SVT, c'est un petit peu les mêmes qualités qui sont attendues avant de se spécialiser. Donc, en maths, en physique et en SVT, ça dépend évidemment du projet post-bac. Il faut bien différencier des élèves qui veulent aller vers des études scientifiques, comme les classes prépa ingénieurs ou l'ingénierie tout court, et ceux qui ont besoin des maths pour l'école de commerce ou une université en éco-gestion. Ça veut dire que là, une note moyenne ou si l'élève n'est pas passionné par les maths, ce n'est pas très grave. En revanche, si on veut aller vraiment vers une filière scientifique, mathématiques, médecin, ingénieur, là, il vaut mieux faire, comme Caroline l'a rappelé, en vue du bulletin, en vue des notes, il vaut mieux faire une bonne première et une bonne terminale dans cet enseignement. Alors, moi, on me pose souvent la question, comment savoir si je peux choisir l'aspect maths ou physique, par exemple. Les réponses, bon, elles sont variées. Il faut, déjà, ce qui est très difficile, c'est que si on a des lacunes accumulées du collège, c'est très difficile après de suivre de façon performante le programme de spécialité maths ou physique, surtout en maths. Pourquoi? Parce que, par exemple, à titre d'exemple, vous allez avoir un chapitre en géométrie en seconde,
qui s'appelle configuration, qui va récapituler toute la géométrie vue au collège. Et ce chapitre, il ne le revoit plus en première. Par contre, il s'en servent énormément en terminale parce qu'en terminale, on a une part très importante de géométrie. Et là-dessus, je pense qu'il faut voir avec vos enfants. Un bon élève en maths, en fait, c'est assez facile à déterminer. Bien sûr, c'est un élève qui prend plaisir à travailler les maths, qui aime ça, ou la physique, ou la SVT, mais surtout maths et physique. Et en maths, ce qui est déterminant, c'est le niveau en géométrie. Voilà. Parce que la géométrie, ça apprend vraiment le raisonnement, ça apprend l'argumentation. Et le programme de terminale, il y a encore une fois 3 énormes chapitres de géométrie. Donc, si l'élève n'est pas à l'aise en géométrie, si Pythagore, Thalès, la trigonométrie, ça ne lui a pas parlé au collège, ça va être difficile en première et encore plus en terminale. Pourquoi? Parce qu'au lycée, surtout dans ces spécialités, le bac a été fait pour rehausser le niveau en mathématiques et en sciences, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui. Et je pense que l'ambition est atteinte. Par rapport à l'année dernière, par rapport à une terminale S spécialité maths, le niveau est vraiment plus élevé. Donc le rythme est plus élevé et surtout ce qui change, c'est que l'encadrement est beaucoup moins présent qu'au collège. C'est-à-dire que le prof, il a un programme énorme, il va vite et il n'a pas le temps de revenir sur les lacunes des uns ou des autres. En seconde, il y a des chapitres déjà fondamentaux en maîtriser en vue de la première et de la terminale. Donc, ces chapitres en seconde, ça va être la trigonométrie, ça va être des nombres réels, ça va être le fameux chapitre de configuration. Donc, si votre enfant est plutôt à l'aise sur ces 3 grands chapitres de seconde, en tout cas, il pourra suivre sans problème la première et la terminale. Si vous avez un enfant en première qui se demande s'il va continuer en terminale les mathématiques, là aussi, il faut lui demander est-ce que tu allais sur les suites. Voilà, ça c'est le chapitre, les suites. Si ça ne va pas sur les suites, ce n'est pas la peine d'y aller. On les retrouve en terminale à un niveau encore plus élevé. Le raisonnement par récurrence, les polynômes et les fonctions logarithmes et exponentielles. Voilà, si ces 4 chapitres de première, vos enfants sont plutôt à l'aise dessus, ils n'auront pas trop de mal à suivre le chapitre de terminale. La question à se poser pour savoir si on va aussi travailler, choisir une spé en sciences, les qualités qui sont attendues, c'est une capacité de travail. C'est d'abord pas de lacunes au collège, si on veut vraiment, ça j'insiste là-dessus, et cette capacité de travail, parce que si on veut bien faire les choses, disons qu'un élève de première doit travailler 1 heure par soir les mathématiques, en plus des devoirs qu'il a à faire à l'école. Voilà, ça c'est vraiment, s'il veut aller vers des maths après dans le supérieur, avoir une bonne note au baccalauréat, et en terminale, c'est 1h30. Le bon profil d'un élève en mathématiques, ça se repère assez facilement. En fait, c'est un élève qui pose beaucoup de questions, et souvent des questions pertinentes, qui participe, qui propose. On sent son plaisir à faire des maths. C'est quand vous lui donnez un exercice, vous le laissez travailler, et puis à un moment donné, vous allez donner la solution. Il vous hurle dessus en vous disant non, non, ne corrige pas, s'il te plaît, je veux réfléchir encore, laisse-moi trouver. Et puis, c'est celui qui a encore une fois cette capacité de travail. L'élève qui a un profil moins performant en maths, souvent, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est découragé par ses lacunes. Il y a un facteur psychologique très important en maths, et c'est souvent des élèves qui partent un peu perdants, qui veulent des formules toutes faites, qui n'ont pas justement ce raisonnement et cette méthode mathématique, et là, ça coince en première et ça coince en terminale. Donc là, il ne vaut mieux pas y aller. En revanche, peut faire une spécialité maths en première, et puis, comme le disait Caroline, bifurquer, l'abandonner en terminale et faire maths complémentaires. Maths complémentaires, c'est à peu près 30-40% du programme de SPé. Et c'est à peu près l'ancien programme de terminale ES. Et il est tout à fait acceptable pour aller vers des écoles de commerce post-bac. Voilà, pas des classes prépa, mais des très bonnes écoles de commerce post-bac, Access, Sésame. Voilà. Pour la biologie, c'est surtout la méthode. En fait, ils sous-estiment beaucoup la SVT. Ils pensent que c'est un peu d'histoire géo, il n'y a qu'à apprendre et à recracher. Non, là aussi, le bac bio a été remonté. C'est toujours cette démarche, et c'est plutôt la méthode qui leur pose problème, plus cette capacité de travail, parce que ce n'est pas juste apprendre, il faut refaire des exercices, il faut appliquer un schéma expérimental, etc. etc. Donc, voilà, moi, si j'avais à conseiller un élève
quant à son choix de spécialité en seconde, sur le bloc scientifique, voilà ce que je lui dirais. Est-ce que, Caroline, tu veux qu'on passe aux questions sur les maths, physique, SVT, ou qu'on fasse tout à la fin? On peut peut-être faire tout à la fin, sinon on risque de se perdre un peu, non? Ok. Donc voilà, moi, pour les qualités en physique, bon, je pourrais détailler, je répondrai aux questions peut-être, les chapitres fondamentaux en maths et en physique qu'il faut maîtriser en vue de la classe supérieure. Mais voilà, ce qui est important, c'est que le collège, je termine là-dessus pour l'enseignement des maths notamment, le collège, c'est un peu l'équivalent en français, en maths, du primaire, c'est-à-dire que c'est un peu l'alphabet à maîtriser. Voilà. Donc, avec cet alphabet en seconde déjà, et puis surtout en première et en terminale, on va commencer vraiment à faire des mots, des lettres, des phrases, et un peu comme on fait en littérature. Donc, ceux qui ont déjà des problèmes à maîtriser cet alphabet au collège, il ne faut pas se voiler la face, c'est très, très, très dur de rattraper des lacunes au lycée, surtout en première. En seconde, oui, en première et terminale, le rythme va vraiment, vraiment très, très vite et le programme est vraiment assez exigeant. Et puis, il y a cette démarche qui est qu'il y a une démarche scientifique à adopter avant d'affirmer quelque chose. Et ça, on va le retrouver beaucoup en physique et en SVT. Donc, c'est surtout la méthode qui leur pose problème en physique. En SVT, bah, le chapitre est très, très gros. Le programme, pardon, est énorme. Et l'outil mathématique leur pose souvent des problèmes en physique. En chimie, pas du tout, évidemment. Pour l'enseignement l'humanité, on va retrouver des lettres et de la philosophie. Donc, on commence à philosopher avec des élèves en classe de première. Je vais répéter tous les chapitres. Je vois vos questions. Ne vous inquiétez pas, je répéterai les questions. Donc, en première, il y a le pouvoir de la parole et la représentation du monde. En terminale, la recherche de soi et l'humanité en question. Voilà, c'est 4 thèmes. On a 4 semestres pour les traiter. Et c'est ce thème, la particularité de cette spécialité, c'est qu'ils sont attaqués via le versant littéraire et philosophique. Donc, ils ont un petit peu cette mise en perspective, comment un thème est traité en littérature et comment il résonne en philosophie. Donc là, les bons élèves en humanité, en général, ce sont des élèves qui ont un esprit assez curieux, qui ont une grande sensibilité, qui aiment réfléchir et qui aiment comprendre. Ça, c'est sûr que s'ils nous disent « Monsieur, la philo, ça nous casse la tête, on ne peut pas réfléchir », c'est une spécialité qu'il vaut mieux laisser de côté. C'est aussi des gens qui aiment lire. Ça, c'est sûr. Et de plus en plus, moi, je le vois, ce qui est discriminant, c'est la richesse du vocabulaire. Voilà, il y a un vocabulaire en philosophie, en littérature. Et là, ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'ont pas de vocabulaire, c'est un petit peu plus difficile. Et ce sont des spécialités énormément de méthodes. On va apprendre à réfléchir, on va apprendre à poser une problématique, à tenir un discours clair, cohérent, structuré, précis, mettre en perspective des connaissances, et puis à être de fins lecteurs des textes, c'est-à-dire vraiment rentrer ces élèves, on attend d'eux un sens de la nuance et du détail. Enfin, c'est ce qu'on va développer avec eux. Bien sûr, on n'attend pas ça comme qualité, puisqu'on a 2 ans pour leur enseigner, mais s'il n'y a pas cette attirance, s'il n'y a pas cette volonté de lire, d'aller rechercher, de se documenter, de rédiger régulièrement, parce que ce sont des méthodes à acquérir, c'est un savoir-faire à acquérir. Donc, si des élèves ne prennent pas plaisir à rédiger, à s'entraîner, un peu comme en maths, là aussi, c'est difficile, parce que les attendus sont assez relevés. Il y a pas mal de lectures en lettres, il y a pas mal de lectures en philosophie. Et puis, l'objectif, c'est de développer avec eux des qualités oratoires et rédactionnelles. Donc, on le reverra sur les doublettes. Tout ce qui est sciences politiques, par exemple, ce sont des profils assez appréciés. Voilà, je pense pour l'humanité. Qu'est-ce que l'élève surtout, il ne faut pas qu'il aille en humanité, c'est s'il n'est pas lecteur. S'il n'est pas lecteur, ce n'est pas la peine d'y aller. S'il ne s'intéresse pas à ces problématiques, comme je dis, le pouvoir de la parole, la séduction de la parole, la diversité des cultures, etc., l'énigme du moi, voilà, si toutes ces questions ne lui parlent pas, bah là, ça va être difficile parce que tout le programme est axé là-dessus. Voilà, moi, ce que je pouvais dire pour le bloc scientifique et humanité. On va retrouver à peu près les mêmes qualités en géopolitique, de la curiosité, une bonne culture générale, bien sûr, de la rigueur, mais je laisse Caroline qui va vous en parler un petit peu plus que moi avec la SES et les langues. D'accord, merci. Donc, effectivement, en SES
et géopolitique. Alors, en SES, le programme s'articule autour de 3 thématiques, en fait. Une thématique économique avec des problèmes économiques, l'étude des problèmes économiques, l'étude de phénomènes sociologiques et un petit peu de sciences politiques, qui est quand même minoritaire dans le cadre du programme. Donc, ça se croise un petit peu avec la spécialité histoire géopolitique, mais elle qui prend plus de hauteur par rapport aux problématiques géopolitiques mondiales de type les mers et les océans. Voilà. Dans ces 2 spécialités, alors ce qui va caractériser les élèves, c'est d'abord leur intérêt pour le monde qui les entoure et l'actualité du monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'un élève qui s'intéresse jamais à l'actualité, jamais à ce qui se passe, qui n'a, par exemple, cette année, je ne sais pas, qui ne s'est pas intéressé aux effets de la crise du Covid dans le monde, ou voilà, ou qui n'a pas cette appétence, en fait, ce goût pour l'actualité et les phénomènes que l'on peut traverser, ça va rendre la chose plus difficile et plus ardue. Alors, j'ai envie de dire que c'est moins important, bien évidemment, qu'en humanité, de lire, d'être lecteur. En revanche, en termes de qualité attendue, ce sont un peu les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'on va attendre des élèves qui soient capables bien sûr, d'apprendre et de comprendre avec finesse un phénomène, qui soient capables de prendre un petit peu de distance par rapport à ce phénomène pour en expliquer les mécanismes de manière précise. Il faut quand même être capable d'une certaine abstraction, parce que quand on parle de la croissance, il y en a une partie qui est très concrète, mais il y en a aussi une partie où il va falloir être capable, avoir cette capacité d'abstraction pour bien comprendre les données. Et alors, en plus, en SES, il va falloir quand même un petit peu être capable ou en tout cas ne pas être rebuté par des outils mathématiques simples. Alors, vraiment, quand je dis simple, c'est lecture de tableau de pourcentage, comparaison de pourcentage, proportion, coefficient multiplicateur. Donc, ce ne sont pas des mathématiques au sens propre. Je pense que ça, aucun prof de maths ne va dire ça. Mais en revanche, on a quand même besoin d'avoir des élèves qui ne sont pas complètement rebutés par un graphique ou un tableau statistique. Ce sont ensuite 2 spécialités qui vont demander les 2 de bonne qualité rédactionnelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je vois moi aujourd'hui avec mes groupes de terminale ou de première, par exemple, c'est que, comme disait Albin tout à l'heure, le français, la compréhension fine des textes, même s'ils sont économiques et non pas littéraires, donc s'ils sortent de manuels économiques, voire de journaux plus classiques d'actualité, et la rédaction de l'énonciation de mécanismes de manière claire et pertinente et argumentée est difficile. Et donc, ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que ces outils linguistiques et ces outils de rédaction, il faut les travailler de manière à pouvoir vraiment dérouler sa pensée, en fait. Donc, voilà pour les sciences économiques et sociales et la géopolitique et la science politique, rapidement. Pour la spécialité langue, littérature et culture étrangère, donc je le disais un petit peu tout à l'heure en exemple, donc c'est une spécialité qui croise vraiment la langue avec un bon niveau de langue et avec la culture associée à cette langue. Donc par culture, on entend, enfin dans le programme, on entend cinéma audiovisuel, on entend bien évidemment littérature, c'est-à-dire que dans chaque langue, il y a 2 œuvres complètes au programme qu'il faut avoir lues, qui sont donc des livres, mais aussi la presse, etc. Donc, c'est tout l'écrit, l'oral associé à cette langue. Le niveau attendu pour cette spécialité est un niveau élevé de langue, avec par rapport au niveau de certification européen,
Donc, c'est un niveau B2 en fin de première et un niveau C1 en fin de terminale. Ce qui suppose que, pour vous donner un exemple, à la fin de l'année de terminale, lors de leurs examens, les élèves sont en mesure d'utiliser des expressions idiomatiques, des choses très précises et pas simplement de la traduction. C'est-à-dire que ça suppose une maîtrise de la langue et d'outils de langue qui relèvent d'un langage courant. Donc, un élève qui est moyen en seconde dans la langue étrangère, ça ne semble pas être vraiment une véritable option. Par ailleurs, cette langue, pour cette spécialité, il faut la pratiquer. Donc, l'idéal, c'est effectivement de choisir une langue que l'on pratique à côté, pour laquelle on a des occasions de pratiquer. Voilà, donc voilà pour ces spécialités. Donc, je pense qu'on va passer aux questions. Valérie, je te laisse la main, donc j'arrête le partage. Oui, alors je tiens à dire aux parents, il y a beaucoup de questions qui concernent la troisième partie de notre webinaire, donc nous ne vous ignorons pas, mais la troisième partie du webinaire va justement vous présenter quelles ont été les spécialités qui ont été les plus demandées par rapport aux filières, enfin en tout cas celles qui ont reçu le plus d'offres par rapport à une filière. Donc voilà, par contre, beaucoup de questions très intéressantes, je pense liées au fait justement qu'il n'existe plus les séries. Donc, Caroline et Albin, vous êtes tous les deux concernés. Je crois que les parents ont du mal à évaluer ce qu'ils appellent des triplettes atypiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de prendre maths, par exemple, SES anglais, ou alors SVT, AGGSP, LLCE. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être fort dans une spécialité scientifique, mais ne pas avoir que des spécialités scientifiques? Ça, je pense que c'est un des premiers aspects. Voilà. Oui, ben moi, je réponds très clairement, oui. On peut, le nouveau bac, il a été fait pour encourager ces nouveaux parcours atypiques qui reflètent la personnalité de l'élève. Donc, j'ai par exemple là en tête, ce qui me vient, un élève qui fait spécialité maths, art et langue. Donc là, en termes de choix hétérogènes. Et en fait, oui, c'est valorisé. Bon, il se ferme certaines portes, bien sûr, mais par exemple, là, il est en terminale, il a été pris, enfin, en tout cas sur le dossier, il doit passer des concours maintenant en architecture, par exemple. Il y a une cohérence. En journalisme, oui. En journalisme, par exemple, typiquement, d'avoir un profil scientifique en même temps de langue et humanité. Oui, pourquoi pas? On peut se spécialiser en chimie. C'est, à mon avis, l'une des grandes sciences des 20 prochaines années, la biochimie, et avoir cette compétence en journalisme. En droit, bien sûr que oui, avoir un background scientifique en droit, on sait que, à mon avis, les 10, 15, 20, 30 prochaines années, il va y avoir énormément de régulation sur ces nouvelles technologies, sur la recherche sur le génome humain, sur donc des juristes qui vont à un moment donné pouvoir amener ce côté technique et savoir un petit peu de quoi on parle. Oui, je crois que c'est pas du. En tout cas, l'état d'esprit du bac a été fait pour ça, voilà, pour que les élèves puissent affirmer leur personnalité, leur centre d'intérêt. Et moi, je pense que majoritairement, le supérieur a joué le jeu. Caroline, comment choisir les spécialités quand un enfant est moyen en tout? C'est-à-dire qu'il n'a pas une matière sur laquelle il a plus d'affinité quand il faut choisir. Moi, j'irais vers ce qu'il préfère. Et s'il préfère rien de particulier, parce que ça arrive aussi en seconde, des enfants qui ne sont pas très fans de l'école et qui n'ont pas d'appétence particulière pour quelque chose. Après, il faut se poser des questions. Est-ce que l'enfant est-ce qu'il lit ou est-ce qu'il lit pas? S'il ne s'intéresse pas du tout à l'écrit, déjà, j'éliminerai les humanités. Est-ce qu'il aime l'actualité? Et auquel cas, peut-être se poser la question sur des SES, même si on sait que ça va lui demander du travail. Est-ce qu'il aime les SVT? Est-ce qu'il aime la biologie ou la géologie? Et qu'il n'a pas non plus il n'y a rien qui est contre. Donc, en fait, je raisonnerais un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'il aime?
Ouais. Et donc, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ce qu'il aime? S'il n'y a rien qui se dégage, moi, je dirais que c'est par là qu'il faudrait aller. Par exemple, on a dans certains lycées des enfants qui sont excessivement à l'aise dans une langue étrangère. Je pense par exemple, je ne sais pas moi, au lycée d'Istanbul ou à Dubaï, où en fait, dans la cour de récré, on parle anglais en réalité. Donc, ce sont des élèves qui souvent ont de très bons niveaux de langue. Donc, ça peut être aussi une possibilité de choisir une spécialité en langue anglaise. Ça nécessitera du travail, hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce sera facile, mais ça peut être une possibilité. Alors, une Voilà. question. Merci Caroline. Une question pour Albin. Ah non, c'est une question pour Caroline aussi, pardon Albin. HGGSP. Juste pour On bien. répond tous les deux. Pardon, vous pouvez Ouais. répondre tous les deux, je pense. HGGSP, un parent demande quelle est la proportionnalité. Il y a le mot histoire et on parle pourtant d'histoire contemporaine d'actualité. Donc, quelle est un peu la proportionnalité d'histoire à l'ancienne et d'actualité dans cette spécialité? Tu veux répondre? Oui, bah c'est l'histoire, c'est un peu comme on prépare. Ouais, Pour ces gens-là, l'histoire, elle commence au 19e siècle, quoi, ouais, hein. c'est ça. Voilà, avant, c'est vrai que les économistes, avec l'arrivée bon, 18e siècle, milieu du 18e en général, ça part avec Smith, etc., les mercantilistes, etc. L'idée, c'est, on ne va pas leur demander d'être des experts en histoire, bien sûr, il y a de l'histoire, mais de pouvoir mettre en perspective les connaissances. C'est vraiment une discipline qui est importante, c'est-à-dire qu'on a un problème, et ce problème, alors que d'habitude, on avait l'habitude de l'envisager soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue d'historien, soit de géographe, soit de sociologue, soit. Là, il y a vraiment cette volonté de faire parler et de voir la richesse, la complexité d'un problème. Donc l'histoire, bon, évidemment, moi j'ai des élèves en histoire géo c'est assez drôle ce qu'ils peuvent vous donner. Quand il n'y a pas des repères historiques et des grandes choses, c'est sûr que c'est pénalisant. Mais ce n'est pas non plus des études d'histoire. Moi, je dirais, s'il faut donner un pourcentage, c'est à peu près 30%. J'aurais dit pareil. Alors, une question encore, on revient en matière scientifique. Est-ce que, Albin, on a bien compris qu'on pouvait prendre une matière scientifique et puis des matières complètement différentes, mais si on prend cette matière scientifique, est-ce qu'on peut être, par exemple, la physique-chimie ou la SVT, est-ce que l'enfant va être pénalisé par rapport au contenu si cet enfant est fort dans cette matière, mais pas du tout en maths? Est-ce que le contenu des spécialités SVT et spécialités physique-chimie pénalise les enfants qui ne sont pas bons en maths? Il faut un minimum. Ils vont retrouver des maths en physique quand même. C'est sûr, il faut qu'ils savent résoudre des équations, il faut qu'ils maîtrisent leur collège. C'est évident, c'est les bases. Le calcul littéral, ça pose énormément de problèmes. Factoriser, équation, une équation, c'est quand même des équations différentielles en physique. Donc, je ne vais pas non plus vous mentir, c'est quand même des maths un peu… En SVT, pas trop. En SVT, c'est de la lecture de graphiques, c'est de l'interprétation de documents, c'est une démarche surtout scientifique, c'est-à-dire vraiment… Mais non, puisque d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que, on en parle tout à l'heure, la doublette qui est le plus demandée en médecine, c'est physique SVT, c'est pas maths, c'est physique SVT. Donc, la preuve qu'on peut… bon, mon conseil, c'est quand même d'avoir suivi une spé maths en première. Oui, parce que c'est avec les maths complémentaires en terminale. Hein. Voilà. Oui, avec les maths complémentaires en terminale, bien sûr. Très bien. Maintenant, on peut faire de la bio, par exemple, de faire que de la SVT. Imaginons un élève qui est passionné de SVT et puis qui a fait art et je sais pas, moi, italien parce qu'il est très fort, il va avoir un bac avec une mention. Ben, ça ne va pas du tout le pénaliser pour faire des études de biochimie ou de chimie pure, par exemple. Pas du tout, au contraire. Il a une langue en plus, super, il pourra aller faire des partenariats, aller dans des échanges, et puis la communauté scientifique, elle est universelle. Donc, ce n'est pas du tout mal vu. Pas du tout. Mais l'outil mathématique, bon, moins en SVT, mais en physique, oui, quand même, un petit peu. Quand même. Très bien. Bon, et je pense qu'après, on va peut-être passer au troisième bloc parce qu'il y a en fait énormément de questions sur les doublettes, les triplettes et quelle spécialité abandonner en première. Comment choisir? Donc, peut-être on va… Alors moi, juste parce que je voudrais rajouter quelque chose sur les mathématiques. Nous, on nous demande souvent comment travailler les maths. C'est important aussi parce que si l'élève
n'adhèrent pas à cette façon de travailler. Donc, les maths, c'est relire le cours du professeur en essayant de se l'approprier, c'est-à-dire de le schématiser déjà, de le transformer dans son propre langage. Ce que font très peu d'élèves de mathématiques, ils apprennent des formules, ils lisent à peine le cours et ils se jettent sur des exercices. Donc, il y a ce travail déjà de s'approprier le cours, de lui donner du sens. Et puis après, ce qu'on a noté, c'est des élèves qui enchaînent, qui se mettent un temps limité. Donc, on travaille les maths, il ne faut pas se mettre de temps, parce qu'on est dans la recherche, on est dans la compréhension. Je parle pour les SP, hein, bien sûr, première et terminale. Donc, ce n'est pas se mettre une contrainte de temps, puis diversifier surtout les exercices. Et ne pas hésiter à choisir ceux qui nous parlent le moins. Souvent, ils font 10 exercices, mais bon, c'est quasiment 10 fois les mêmes. Et puis, ils se jettent sur la correction. Donc, non, c'est faire des exercices et puis se demander qu'est-ce que j'ai appris de cet exercice. Et puis après, aller vers des types bac. Mais l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de s'approprier le cours, exercice d'application, exercice d'approfondissement et après, des exercices type bac. Merci. T'en prie. Alors, pour juste, les... excuse-moi, je crois qu'on m'a demandé de redonner les chapitres fondamentaux en seconde, c'est ça? J'ai vu une question passer. Oui, en mathématiques et en physique. Alors, en mathématiques, en seconde, les chapitres, les fondamentaux en seconde, c'est le fameux chapitre qui s'appelle configuration, qui récapitule encore une fois toute la géométrie du collège. Donc, c'est quand même un gros chapitre, très important pour la terminale. Sans ce chapitre-là, ce n'est pas la peine. Les nombres réels, qui, lui, va revoir tout l'algèbre du collège. Les nombres relatifs, les fractions, etc., etc. Et la trigonométrie. La trigonométrie pour la première, et pour ceux qui feront, parce qu'on n'en a pas parlé, mais maths experte, quand même, qui est encore un niveau encore plus élevé. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des classes prépa mathématiques. En physique, il faut bien maîtriser la nomenclature, le tableau d'avancement, en chimie, pardon. Ça, le tableau d'avancement, souvent en terminale, c'est une lacune qu'ils ont et qui pose problème quand ils ont fait spécialité physique-chimie. Donc, les ondes, parce que les ondes, on les retrouve en première et en terminale. Et bien sûr, la mécanique. Une partie de la mécanique. Voilà, je pourrais aller détailler. Je peux dire en première, pour ceux que ça intéresse, je vais finir en spécialité maths. En première, il faut bien maîtriser les suites. Le raisonnement par récurrence, ça c'est des titres de chapitres. Les polynômes et les fonctions logarithmiques et exponentielles. En physique, on va retrouver les deux gros chapitres mécaniques, plutôt l'énergie et les ondes. Voilà. Merci. Si on n'est pas à l'aise dans ces chapitres, ce n'est pas la peine de poursuivre l'aventure dans la spécialité parce que l'année d'après, ils vont vraiment approfondir ces chapitres-là et ils vont s'en servir comme étant acquis et connus. Les ondes, c'est quasiment 3 parties. Et la troisième partie des ondes, s'il te manque la deuxième partie, ce ne sera pas possible. Voilà. Alors, du coup, là, il y a. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit tour sur le NSI, l'aspect NSI, avant de passer au troisième bloc, où on n'a pas le temps? Il faut le dire, elle ne marche pas. Les élèves qui sont bons en informatique sont ultra déçus. S'ils te disent, nous, on vient pour... Ils s'attendent à coder, ils s'attendent à faire vraiment des études informatiques. Ils te disent, c'est gnangnan. Les profs, c'est souvent un prof de maths qui fait ça ou un prof de physique. Franchement, j'espère qu'ils vont la revoir et qu'ils vont, là aussi, ils vont profiter un petit peu de la réforme des maths et puis faire un peu le bilan de leur réforme. Mais en général, les élèves sont très déçus par ça. Voilà. Ils y excellent. Voilà. Donc, franchement, ce n'est pas très difficile, mais elle ne répond pas du tout à leurs attentes. Et elle est très peu prise, du coup. Merci. Bon, je pense que nous allons passer à la troisième partie. Merci beaucoup. Et du coup, je vais faire le lien avec pour l'aspect NSI sur la prépa, en fait. Donc voilà, donc, dans cette dernière partie, en fait, l'idée, c'est de vous présenter sur la base du dernier rapport qui a été produit par l'inspection générale, les doublettes qui ont été privilégiées par les formations. Donc, en fait, comment ça marche?
comment on peut lire ce tableau? C'est-à-dire qu'on voit qu'en médecine, dans les deux parcours, que ce soit le parcours traditionnel d'accès aux études de santé ou les licences avec accès santé, c'est-à-dire des licences plus généralistes avec une spécialité, enfin une option accès santé, les offres, donc les élèves qui ont reçu des offres d'acceptation, qui ont été acceptés dans cette formation, ont en premier, la majorité, suivi une spécialité physique-chimie, SVT, avec l'option maths complémentaire. Ça veut dire que ce sont des élèves qui ont fait en première physique, SVT et maths, qui ont abandonné les maths en fin de première et qui ont conservé la physique et la SVT. En deuxième, ce sont des élèves qui ont choisi maths et physique-chimie. Et en troisième, des élèves qui ont choisi maths et SVT. Donc, on voit que la réforme fonctionne parce que par le passé, par exemple, c'était difficile de passer à côté des maths et de la physique-chimie pour entrer en médecine. Pour les Sciences Po et les IEP, par exemple, la première doublette de spécialité qui a été retenue, c'est géopolitique et SES, avec ou sans maths complémentaires. On a agrégé les deux. Et puis, dans un deuxième temps, HGSSP et maths. Donc, vous aurez ces tableaux qui sont un résumé du rapport de l'inspection générale dans le PDF qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Je vais revenir sur un certain nombre de questions qui ont été posées, donc ça va répondre à certaines de ces questions. Pour les classes prépa en école de commerce, la première doublette, donc les spécialités de terminale, c'était maths et sciences économiques et sociales. L'option sans maths, avec simplement maths complémentaires, n'arrive qu'en 4e position, puisque les deuxièmes doublettes choisies, c'est mathématiques et physique-chimie. Troisième doublette, c'est géopolitique et maths. Et ensuite, en 4e position, ce sont des élèves qui avaient géopolitique, SES avec maths complémentaires. Donc, ça suppose quand même d'excellents dossiers. Pour les écoles de commerce post-bac, là, c'est un petit peu plus équilibré. Donc, la première doublette, c'était effectivement maths et SES aussi. La deuxième doublette, c'était histoire, géopolitique et SES, d'abord avec maths complémentaires, puis sans maths complémentaires. Et en troisième, langue et SES. Et on voit là l'importance des langues dans des parcours de type école de commerce. Pour les écoles d'ingénieurs post-bac et les classes préparatoires scientifiques, bien évidemment, ça va de soi, c'est maths et physique-chimie qui arrivent en premier. Et c'est là que je reviens sur NSI, c'est-à-dire que pour la prépa MP2I, qui est donc informatique et ingénierie, là, c'est maths et NSI qui arrivent en deuxième position. Puis physique et SVT, plutôt pour les classes prépa scientifiques de type biologie. Pour les classes prépa littéraires, on est sur des profils plus variés autour des humanités, des langues et de la géopolitique majoritairement. Pour des licences, et donc je reviens un petit peu en arrière, pour des licences de type, excusez-moi, de type droit, psychologie, etc. Alors là, pour le coup, on est sur des profils beaucoup plus variés. Là, ce que vous voyez ici, c'est le résultat de la procédure de l'année dernière en termes d'offres, mais les écarts sont beaucoup moins marqués. Et ce que l'on constate, c'est que en droit ou en psycho, par exemple, on va avoir des offres sur des doublettes beaucoup plus diverses. Globalement, si je ne me trompe pas, en droit, c'est 62 types de doublettes différentes qui ont reçu des réponses positives pour l'admission. Donc voilà, donc là, on est sur des parcours beaucoup plus diversifiés et qui doivent, je rejoins ce que disait Albin tout à l'heure, qui doivent vraiment répondre au goût et aux qualités en fait des élèves, de manière à avoir le meilleur dossier possible, parce que finalement, c'est ça qui va faire la différence. Voilà, c'est un extrait par rapport à effectivement ce que font nos élèves.
Donc, on peut répondre ensuite aux questions plus précises, Valérie. Je vais arrêter de partager. Donc, je répète, hein, ce document, il vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Voilà. Alors, on va juste refaire un point, peut-être Albin, sur les 2 spécialités mathématiques. À quel moment elles se prennent et sous quelles conditions? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui montrent que ce n'est pas tout à fait bien compris. La spécialité mathématique, on peut la Les choisir. options, excuse-moi, pardon, les options complémentaires et expertes. Ah, c'est en terminale. Et sous quelles conditions? Il faut avoir fait spé maths en première. Voilà. Donc ça, c'était Et vraiment… continuer spé maths en terminale pour maths expert, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc abandonner… Et on peut abandonner la spé maths en terminale pour aller vers les maths complémentaires qui sont assez prisées ou qui suffisent pour les écoles de commerce post-bac. D'accord. Donc, je ne sais pas si… il y a des questions. Alors, dans tous les domaines d'études, on ne va peut-être pas pouvoir répondre. Les études militaires, audiovisuelles, il faut peut-être… Audiovisuel, bien sûr, il faut prendre art et la spécialité audiovisuelle. Ça, c'est sûr. Pour l'audiovisuel, il y a l'art maintenant EcoF16, comme les autres spécialités, et ils ont le choix entre l'art plastique où il y a à Rabat, par exemple, c'est une section qui marche très bien. C'est sur 2 ans, avec des parties théoriques et un projet pratique à faire, etc. etc. Très bien. Est-ce que architecture? Architecture, physique, art, maths, physique, ça marche. On peut avoir de l'art avec de la physique ou des maths qui sont assez ouverts. On peut avoir 100% scientifique, maths. Ce n'est pas privilégié. Franchement, les élèves qui ont un bon dossier, là, pour le coup, j'ai pas mal d'élèves qui parce que la section archi, depuis une dizaine d'années, elle retrouve énormément de candidats. Et là-dessus, il y en a beaucoup qui reçoivent des réponses favorables et ça se joue à l'entretien. Vraiment, alors là, est-ce que vous êtes capable, on va demander à l'élève, donnez-moi vos 2 ou 3 grandes réalisations préférées en architecture, quel est l'architecte que vous préférez, qui vous inspire, celui au contraire que vous n'aimez pas, et là, ils vont se rendre compte tout de suite à peu près. Voilà, donc c'est vrai que art, il faut un niveau, bien sûr, en maths ou en physique, mais ne pas avoir fait de maths, ce n'est pas rédhibitoire. Hein. J'ai vu des élèves pris, j'ai même vu beaucoup les dernières années, peut-être Caroline, tu confirmeras ça, des élèves de SES qui étaient prises dans des très, très bonnes écoles d'architecture. Ouais. C'est vrai. Ils aiment ce côté sensible, en fait. Ils aiment cette sensibilité de plus en plus chez les architectes. Ils les sensibilisent. Alors, pourquoi ils aimaient les ES? J'ai réfléchi à ça parce qu'on les sensibilise beaucoup au développement durable, à l'importance de la société, à la mixité sociale. Donc, c'est vrai qu'ils arrivent, c'est plus des architectes ingénieurs, voilà, mais ils ont la notion que l'architecture, c'est l'aménagement de l'espace, c'est le vivre ensemble. Il y a des enjeux économiques, écologiques derrière. Voilà, plutôt que d'avoir des ingénieurs purs et durs qui réfléchissent très bien, mais qui ont peut-être moins cette vue panoramique. Très bien. Alors, il y a une maman En militaire, ça dépend pourquoi. Si tu veux être militaire dans l'avion de chasse, il te faut des maths. Il faut des maths et de la physique. Si tu veux être pilote de chasse, si on veut être dans tout ce qui est technique, voilà. Après, pour d'autres, les langues sont très appréciées chez les militaires, bien sûr. Les humanités, l'histoire géo, oui. Mais si on veut faire militaire tout de suite sur des choses assez techniques, aller sur un sous-marin, un bateau, ou travailler avec des instruments, là, il faut prendre des maths ou de la physique. Hein, ça, c'est obligé. Oui. Alors, pour la LLCE, il y a pas mal de questions sur les gens qui sont évidemment à cheval sur plusieurs systèmes, notamment les gens qui sont en SIB, en section internationale britannique, et qui demandent est-ce qu'il vaut mieux quitter la SIB et passer en LLCE. Je ne sais pas si la réponse. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, Caroline, sur la LLCE et l'OIB? Voilà. Pourquoi choisir l'OIB plutôt que la LLCE anglais? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves qui sont en OIB, j'imagine le futur bac français BFI, donc à confirmer une fois que tout sera bien posé et que tout ce qui est décret d'application sera bien posé. Mais a priori, ces élèves-là, si par exemple on est en section britannique, en OIB section britannique, on n'a pas le droit, évidemment, de prendre comme spécialité langue anglaise. Évidemment. Parce qu'en fait, on a un niveau
qui fait qu'on a déjà cette mention, etc. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc là, il y a un petit choix stratégique, hein, j'ai envie de dire. Mais de nouveau, je mets sous réserve parce que tout n'a pas été écrit sur le BFI, qui va donc concerner les enfants qui rentrent en première l'année prochaine. Stratégiquement, l'OIB, le bac OIB était assez peu valorisé dans les dossiers. On ne va pas se mentir, ça ne faisait pas une vraie différence. Sauf pour quelques parcours, mais c'est vraiment très rare. En revanche, avoir 19 à sa spécialité de langue anglaise, oui, ça faisait une grosse différence. Donc là, je réserve un petit peu. Par le passé, j'aurais répondu spontanément que si vraiment on était très intéressé et qu'il valait mieux probablement conserver, prendre la spécialité et abandonner l'OIB. Dans la nouvelle formule du BFI, je ne suis pas encore certaine de ma réponse. Donc, voilà, on essaiera d'écrire quelque chose dessus. Mais pour l'instant, en fait, c'est encore un peu flou. Voilà. Alors, une question, je pense, intéressante aussi. Un parent dit, vous parlez beaucoup des bacs plus 5, mais pas pour les bacs plus 2. Donc, Albin, est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu la logique si la logique est différente ou si absolument similaire, quels que soient les parcours d'orientation? Bac plus 2, c'est quoi le bac plus 2? On s'arrête au milieu de la L2? Non, bon, vas-y, Caroline. En fait, bac plus 2, Albin a raison, c'est que les bac plus 2 sont un petit peu en disparition, puisque en fait, les IUT sont devenus des bachelors universitaires de technologie, donc ils sont à bac plus 3. Donc, les BTS sont normalement poursuivis par une licence professionnelle. Donc, il y a finalement quand même de moins en moins d'étudiants qui s'arrêtent à bac plus 2. Et puis, à bac plus 2, il n'y a pas de reconnaissance européenne de diplôme. En revanche, la logique d'admission est la même, c'est-à-dire que ce sont toutes ces formations, que ce soit les bachelors universitaires de technologie, donc les anciens IUT plus une année, ou les BTS suivis par les licences pro, sont des parcours qui sont sélectifs et donc qui vont aller chercher un certain nombre, enfin, qui vont aller chercher de bons dossiers. La différence est probablement que certaines formations sont beaucoup plus spécifiques, en particulier dans des domaines techniques, et vont exiger par exemple une spécialité NSI ou une spécialité SVT pour rentrer dans le BUT ou dans le BTS. On trouvera des détails par rapport à ça sur la meilleure source d'information pour tout ça, c'est Parcoursup. Sur la partie informatique, c'est ouvert absolument à tout le monde. Donc, quelle que soit la classe, qu'on soit un parent, un élève ou quoi que ce soit. Et en fait, vous allez trouver sur ces formations dites courtes les attendus spécifiques des formations pour chaque type de BTS, de BUT ou de licence pro. Merci. Peut-on entrer en école de commerce avec des spécialités scientifiques? Oui, bien sûr. Sans problème. Ah oui. J'adore les matheux. J'adore les matheux. Ah oui, ça, vraiment. La finance, la compta, la gestion, ils font tous de l'audit financier. Donc oui, ça, on ne va pas les décourager. Oui, bien sûr. Ça n'a pas beaucoup changé. Ouais. Écoutez, je crois qu'on a quand même fait le tour de la plupart des questions. Psychologie, études de psychologie. Les maths. Bien souvent, et c'est d'ailleurs une des licences les plus demandées. Les maths. Ils ont des maths. Attention, ça coince en psychologie, contrairement aux idées reçues. Là aussi, j'ai pas mal d'élèves qui ont pris psycho. Ils ont abandonné en deuxième année à cause des maths. Oui. Très bien. Donc, avoir fait, bon, évidemment, humanité, langue, art, pourquoi pas. Franchement, ça ne va pas être… Mais c'est bien d'avoir fait une spé maths, quitte à l'avoir abandonné en terminale. Oui. D'avoir quand même un niveau de maths un peu solide. Parce que, oui, ça, de plus en plus, les études de psycho, il y a des maths. Hein, et c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Attention, et puis les élèves pensent que justement, ils vont aller vers de la psycho, un peu médecine, bouquiner, etc. Non, les examens, les partiels en maths, c'est sérieux.
C'est Bon, beaucoup c'est de adapté stats, au domaine d'ailleurs. médical, bien sûr, mais ça reste quand même des mathématiques. Donc, si on est vraiment fâché avec les mathématiques, psycho, on va rentrer. C'est ça que je veux dire. On peut rentrer avec un Mm. bon dossier en psycho. Y rester et puis dépasser la L3, je ne crois pas. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour des questions. Orthodontiste et tout ce qui est médical, je pense que ça Ah ben, ressemble un peu à ce que Caroline a montré tout à l'heure. Donc, Oui, c'est voilà. physique SVT, la première doublette. Hein. Voilà, donc vous oui. recevrez le rapport. Mais écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Il y a une Ah, les question. STMG, je vois. Les STMG. Oui. Ah, Ah, les STMG, c'est pour Caroline. STMG. Ben, les STMG, alors en fait, c'est un petit peu différent, les STMG, puisque il n'y a pas eu de réforme en fait de la STMG, ils n'ont pas de Non. spécialité. Donc, STMG, c'est une filière, et dans cette filière, ils ont globalement 2 voies principales en première qui se subdivisent en 4 voies en terminale. Et donc là, ben, ça va être un petit peu en fonction de de ce qu'ils ont choisi. Donc, par exemple, une STMG avec comptabilité, et donc qui va avoir encore pas mal de maths, de la comptabilité, de la finance, va être assez facilement accepté en licence d'éco-gestion, dans tous les BUT ou BTS tertiaires ou expertise comptable. STMG, ce sont les bacs technologiques. Donc, il y en a peu à l'étranger, mais il y en a par exemple à Casablanca et à Rabat. Donc, voilà. Ensuite, souvent, pour les élèves de STMG qui vont candidater dans des filières, dans des licences plus classiques, on va leur proposer une année de mise à niveau. De manière à ce qu'ils rattrapent un niveau de bac général dans certaines disciplines et pour assurer un petit peu, enfin pour faciliter la réussite dans le supérieur. Ensuite, pour par exemple les concours aux écoles de commerce post-bac, STMG, il n'y a pas d'attendu particulier. Ils passent le concours comme les autres. Voilà pour ce que je peux dire pour les STMG. Est-ce qu'on peut refaire merci Caroline, un petit retour sur une question sur le niveau qu'il faut avoir en seconde en anglais pour pouvoir prendre à l'LCE en première? La question est revenue plusieurs fois. Ah bah, sachant que, moi je dirais que sachant qu'il faut un niveau B2 en fin de première et un niveau C1 en terminale, logiquement il faudrait un niveau B1 en fin de seconde. Ce qui est déjà un bon niveau d'anglais, mais pour la plupart des élèves dans les lycées français de l'étranger, honnêtement, les langues sont souvent, dans les différents lycées où on a pu passer les uns et les autres, les langues sont souvent leur point fort. Donc, c'est souvent un niveau qui est atteint en fin de seconde. Oui, c'est pas, je précise de petites choses, c'est pas des langues. Hein. C'est pas des, là, il reste l'anglais, l'allemand, qui est l'apprentissage de la langue avec un coefficient dans le Voilà. tronc, dans le tronc commun, pardon. Là, ce sont des élèves qui sont suffisamment bons en langue pour faire de la littérature anglaise, de la littérature allemande. C'est-à-dire qu'on va leur demander quasiment un commentaire de texte. Hein. C'est un peu ce niveau-là. Donc, comme disait Caroline, c'est la maîtrise des idiomes, etc. C'est vraiment des gens qui sont très à l'aise dans ces langues. Le but, ce n'est pas de perfectionner son niveau d'anglais, de maths ou d'allemand. C'est vraiment de faire des études de lettres un petit peu dans cette langue, non? C'est à peu près ça. C'est vraiment, c'est beaucoup plus relevé. Hein. C'est vraiment, on est à la limite de ce qu'on faisait à l'université avant, en fait. Quand un élève quittait la terminale et allait faire de l'anglais, sa L1, c'était souvent ça. Voilà, on lui disait, tu vas avoir un cours de langue pour améliorer ton vocabulaire, etc. Mais voilà, tu vas lire Shakespeare, tu vas lire Hume, tu vas lire des grands auteurs. C'est déjà ça dès la première. Donc l'élève qui n'est pas très à l'aise dans cette langue, ça va très vite.
hein, il faut être capable de réfléchir dans cette langue, en fait, hein, d'être capable d'apprécier au niveau de la sensibilité. Pareil, les nuances, c'est très apprécié. Hein, ça va vers l'interprétariat, ça va vers la diplomatie, etc. Oui, je disais une question, qu'est-ce qu'on peut faire avec histoire géo, SES et LLC? On peut faire, waouh, on peut faire Sciences Po, on peut faire l'école de commerce, on peut faire du droit, on peut faire plein de choses. Ça, c'est un combo magnifique. SES, LLC et histoire géo. Ouais, là pour ceux qui aiment qui veulent aller faire des études de sciences politiques, qui veulent faire du droit, oui, oui, c'est super. Il ne faut pas vouloir faire médecine. Bien sûr. Ouais. Pas vouloir faire médecine ou ingénieur. Voilà. Mais sur la langue, sur la spécialité de langue, il me semble que ce qui est très parlant, c'est que en fait, il faut savoir que l'épreuve de baccalauréat, la partie écrite, donc il y a une épreuve orale bien sûr, mais sur la partie écrite, on va demander aux élèves de faire une synthèse de documents. C'est-à-dire qu'on leur donne des documents littéraires, de presse, etc., sur une thématique. Et donc, c'est quand même une épreuve qui dure 4 heures et ils doivent en faire la synthèse dans un nombre de mots limité. Et donc, ça, c'est sur 16 points. Et sur 4 points, ils ont une version, c'est-à-dire un texte dans la langue étudiée. Donc, un texte qui, de nouveau, peut être issu de la littérature, quelle que soit son époque, de documents plus actuels, etc., qu'il va falloir traduire en français. Mais donc, c'est la finesse de la langue, c'est important, effectivement, ce que dit Albin, je ne l'avais probablement pas assez expliqué, mais la finesse de la langue est importante ici, en fait. Hein. Il ne s'agit pas d'apprendre, il faut savoir réfléchir, analyser dans cette langue étrangère. En tout cas, un peu d'espoir pour ceux qui veulent prendre cette spécialité. Moi, tous les élèves qui l'ont prise adorent. Oui. Alors, autant NSI, ils sont ultra déçus, ils te disent c'est l'arnaque, autant les langues, ceux qui aiment les langues, aussi bien l'anglais, l'allemand que l'espagnol, là, ils passent un cap et ils s'éclatent. Alors, il y a un appel désespéré, mais les messages ne sont pas très clairs. Les parents qui nous demandent des renseignements sur les spécialités pour les études aux États-Unis, pourriez-vous avoir la gentillesse d'un tout petit peu de développer votre question? Il y a beaucoup de questions, enfin, il y a pas mal de questions pour les études aux États-Unis, quelle spécialité, mais ce n'est pas très clair le contexte. Donc, c'est difficile de vous répondre. J'en ai lu une sur médecine dentaire. Encore une fois, la doublette en médecine, c'est SVT physique. Donc, si on n'est pas bon en maths, ce n'est pas très grave pour faire médecine, hein, finalement. Il va mieux être bon en SVT et en physique. On a plus de chances d'être pris. Il y a aussi des questions sur l'hôtellerie. Quelle fonctionnerait bien dans l'hôtellerie? Là, j'ai envie de dire que l'hôtellerie, c'est excessivement ouvert et puis ça dépend par quelle voie on y va. Est-ce qu'on y va par un BTS, par exemple, un BTS hôtellerie-restauration qui va imposer, qui va du coup, ça veut dire de la pratique culinaire, de la pratique hôtelière, etc. Et donc là, il faut surtout un très bon dossier. Est-ce qu'on y va par une école type Glion, hôtelière, oui, Glion ou Vatel quand même, beaucoup moins cher. Et donc là, ce sont en fait les attendus sont ceux d'une école de commerce, mais sans véritablement. Enfin, je ne pense pas que les maths soient discriminants. SES, ce sera bien vu. Voilà. SES, maths complémentaires. Langue. Des écoles de management d'hôtellerie et de restauration. Voilà, mais c'est vrai que si on fait BTS, hôtellerie, c'est pas du tout le même niveau d'exigence et de demande. Mais ils le précisent en général. Hein. Ils le précisent en hôtellerie. Ils disent vraiment, on aimerait bien, en tout cas, j'ai des élèves qui voulaient faire ça, bon, plus en Suisse ou en Espagne, et les écoles le disent tout de suite. Si vous n'avez pas fait CSP, c'est même pas la peine de venir chez nous. D'accord. Alors, je regarde si on me répond pour quel choix pour les enfants intéressés dans le cadre d'une... Alors, le théâtre, super, art. Oui, pour le théâtre, art. L'option art, elle est vraiment bien. Hein. Elle est pour ceux qui aiment. Bon, il y a... Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ok, ça y est, maintenant c'est plus clair. Dans le cas d'un élève qui voudrait obtenir une bourse pour un sport dans une université américaine, que recommandez-vous? Les options maths et anglais, point d'interrogation. Les spécialités maths et anglais?
Alors là, j'ai envie de dire que, enfin, spontanément, je répondrais que dans les universités américaines, déjà pour les systèmes étrangers qui accueillent des bacs français de manière classique, c'est-à-dire le Canada, l'Angleterre, la Belgique, etc., ça leur a pris un moment pour se mettre aux spécialités, pour bien comprendre les spécialités. Mais si aux États-Unis, bah, tout va dépendre du type d'université visée et du type de parcours en bachelor visé. Est-ce qu'on est sur un bachelor of arts et auquel cas là, toutes les spécialités vont être acceptées à condition d'avoir un très bon niveau. En revanche, si on est sur un bachelor of science, ben là, bien évidemment, il va falloir des spécialités scientifiques, maths, physique, maths, SVT, avec de nouveau un très bon dossier. Merci. Albin, est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur l'option droit et enjeux du monde contemporain, s'il te plaît? Droit et enjeux du monde contemporain, Oui, c'est-à-dire l'option. C'est une option. C'est l'option de terminale. L'option de terminale. Non, rien à dire. Désolé, parce que j'ai jamais rencontré un élève qui a fait ça, ni non. D'accord. Alors, moi, j'ai des élèves qui ont fait ça. Elle n'est pas ouverte dans beaucoup d'endroits. C'est une Oui, option, c'est ça. Hein. ouais, c'est une option qui n'est ouverte que en terminale, donc qui se fait sur une année. Qui est, alors de mémoire, à Moscou, par exemple, j'ai eu des élèves qui la suivaient, qui trouvaient ça très intéressant. C'est un complément enfin, c'est un complément, c'est pas vraiment un complément, mais c'est une autre manière d'aborder les problématiques comme en géopolitique, etc., où là, on croise des problématiques, on introduit les notions de problématiques juridiques. Donc, c'est abordé sous l'angle, par exemple, ils vont parler de bioéthique, voilà, de ce genre de thématiques. Très bien. Alors, mais ce n'est pas exigé, ce n'est absolument pas exigé. Les options, en fait, enfin, l'option maths complémentaire, elle est demandée, mais l'option droit et enjeux du monde contemporain, elle n'est absolument pas exigée pour des formations spécifiques dans le supérieur. d'accord. Alors oui, effectivement, les exigences, la correspondance entre les spécialités maths en France et le système suisse. Alors, l'un de vous deux a l'information. Si c'est pour le PFL, c'est très fort. Voilà. C'est bien plus fort qu'en France, le système suisse. Il faut faire maths experte. Voilà. Pour pouvoir suivre en Suisse, c'est vraiment, oui, maths, physique. Tous les élèves et les excellents élèves que j'ai eus en maths et en physique tirent la langue en Suisse. Hein. Il faut qu'ils bossent. Hein. Il y a 2 ans où ils bossent parce qu'ils ont un peu de retard, en fait. Hein. Il y a des chapitres qu'ils ne voient pas trop. Par contre, ceux qui ont fait maths expert sont beaucoup plus à l'aise. Ils notent surtout un grand fossé en SVT, même avec le nouveau programme. Et en physique, ça va à peu près, mais ils te disent tout va beaucoup plus vite. Le niveau des élèves, et on sent qu'ils voilà, dans un amphi, dans une classe, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu déstabilisés au début. Il faut vraiment être fort, pas avoir peur de la concurrence, et puis surtout, le rythme va vite. Voilà. Ah oui, c'est meilleur qu'en France. Hein. Enfin, ça dépend quoi, évidemment. Si on fait Saint-Louis, les classes prépa à Saint-Louis, oui, d'accord, là, on est. Mais oui, c'est très exigeant. Très bien. Et pour les études de droit, si on veut s'orienter plutôt vers le droit. Ouais. Histoire, géo, sciences politiques, hein, ça c'est, je pense, humanité, histoire, sciences politiques et langue. Voilà, c'est les 2 premières doublettes, je crois, de mémoire. Hein, oui. Oui. Ah, oui, ça c'est. Oui. Ouais. Et un bon dossier hein, pour une bonne fac. On peut aller, voilà, maintenant il y a des facs. C'est pas leur spécialité. Voilà. On est pris en droit, mais si on est pris en droit à Angers, c'est pas comme si on est pris en droit à Aix ou à Paris. Quand même. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a couvert la majorité des questions. Je pense qu'effectivement, après, domaine par domaine, il y a toujours les conseillers d'école pour répondre. Mais pour les études technologie digitale, quelle spécialité faut-il choisir? Digital, c'est-à-dire si on veut faire les grandes écoles d'animation 2D, 3D, Rubica, les Gobelins, tout ça. Bon, les Gobelins, c'est le dossier, hein, beaucoup. Ça reste, c'est quand même le numéro 2 mondial, hein, les Gobelins.
Donc, c'est toujours ouvert. Eux, ils veulent voir l'élève et son portfolio. Voilà. Surtout si vous voulez faire ces écoles-là, c'est surtout est-ce que tu prends des photos, est-ce que tu fais des petits films d'animation, et puis sa façon de parler. Bon, ils n'ont pas art, bien sûr. Moi, je dirais art et mathématiques, c'est pas mal. Okay. Art et langue, mais là aussi, il faut savoir dessiner. De toute façon, c'est des concours. Il y a des concours très pratiques. Moi, j'ai une élève qui est rentrée à Rubica. Là, voilà, ils ont 2 fois 3 heures hein, avec un thème. Ils doivent dessiner. Donc, déjà, c'est clair. Art, c'est archi recommandé. C'est évident. Art graphique, etc. Et puis, si on est à l'aise avec la technologie, mais c'est surtout le côté créatif et la personnalité de l'élève qui, au final, décide parmi les très bons élèves. D'accord. Je vais rajouter un petit truc sur l'aspect art parce que compte tenu du fait qu'elle est quand même ouverte dans très peu d'établissements à l'étranger en tant que spécialité, en revanche, elle existe toujours en tant qu'option dans un beaucoup plus grand nombre d'établissements. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire spécialité, mais on peut prendre option art plastique ou option théâtre. Et là, pour le coup, alors évidemment, ce n'est pas du tout coefficienté pareil pour le baccalauréat, etc. Mais en revanche, pour ce genre d'élèves qui ont à construire des portfolios, etc., c'est un vrai support et un vrai soutien, un vrai accompagnement pendant toute la durée des études. Ça permet de préparer un portfolio, ça permet de continuer à travailler sa pratique, qu'elle soit théâtrale ou de dessin, etc. Très bien. Voilà. Oui, je vois une dernière question quand même. Oui, j'allais y arriver. Si on ne prend pas de maths en seconde, on ne peut pas faire maths complémentaires en premier. Mais on prend maths en seconde. Tout le monde prend maths. C'est le tronc commun, ça s'appelle l'enseignement scientifique. Donc, non, c'est si on prend pas maths en première, on ne peut pas prendre maths complémentaires en terminale. Voilà. Mais en seconde, tout le monde fait des maths encore. Ouais. Pour combien de temps, on ne sait pas. Voilà, donc pour les études d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle? Oui, tout ce qui est wellness, well-being. J'imagine que c'est plutôt… Je vais m'enseigner. Je le note. Je le note. Mais je ne saurais pas dire. Bien-être, je ne sais pas. Coach? Être coach? Études d'intelligence émotionnelle, wellness, well-being. Ben, moi, je vois, c'est surtout des formations un peu Steiner, tout ça, qui sont, enfin, je pense à celle-là parce que, voilà, c'est des accréditations faites surtout, je pense. Est-ce qu'il y a des… Mais je vais me renseigner. Je vais m'enseigner. Intelligence émotionnelle, franchement, c'est une très bonne question. Je vais regarder. Mais je ne sais pas s'il y a des formations dédiées. Ou celles que je connais, elles sont vraiment tout de suite très spécialisées. Il y a des adultes, il y a des jeunes adultes, il y a des étudiants, ils payent 2 ou 3 ans, ils ont le certificat de cette école particulière de pensée. C'est comme ostéopathie, c'est pas médecine, mais je ne sais pas exactement quels sont les attendus, puisque chaque école a ses cursus de recrutement, ses modalités de recrutement, donc c'est pareil. Là, il faut aller voir école par école. Très bien. Donc, une dernière question sur le design qui, je pense, se rapproche un petit peu de ce dont on vient de parler sur le digital, l'archi. Art, design, art, bien sûr que c'est apprécié et je pense qu'alors après, l'élève peut se faire plaisir. Hein, langue, humanité, histoire géo. Voilà, moi, je mettrais art, langue, art, humanité, art, Sciences Po pour le design. Et puis, pourquoi pas des maths, hein, de toute façon, les maths, ça ne gâchera rien. Ça gâchera rien. Mais bon, le design, oui, c'est des créatifs. C'est des créatifs. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Ah, et pour être psychologue, quelle combinaison? Psychologue, on l'a dit? Maths? On l'a dit, oui. Maths. Il faut au moins des maths parce qu'ils vont rentrer, même des élèves qui n'ont pas fait maths, mais ça coince. Moi, par expérience, j'ai beaucoup d'élèves qui ont lâché en L2, L3 à cause des maths et qui ont complètement sous-évalué les mathématiques dans les études de psycho. Alors, c'est des mathématiques médicales, mais ça coince. Des élèves qui ont dit, voilà, moi, je vais là-bas parce que je suis fâché avec les maths. Si l'élève est fâché avec les maths, il ne faut pas qu'il fasse des études de psycho parce que, et c'est des UV qui sont barrages. Hein. Ce n'est pas des options, c'est vraiment des grosses unités de valeur. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, non Valérie? Oui, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Valérie.
Merci beaucoup Valérie. Merci à tous. Ah oui. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Très bonne soirée. À bientôt.